terme qui va revenir plus souvent, c'est pour exprimer une connexion ou bien une communication qui a lieu entre la machine source et la machine finale, destinataire. OK? C'est-à-dire celui qui doit récupérer la donnée à la fin. Donc, c'est ce qu'on appelle une communication de bout en bout. Donc, les couches hautes, application, session, transport et présentation, Hadouma Kamel, ils utilisent un protocole qui travaille de bout en bout, c'est-à-dire entre la machine source et la machine destinataire. Contrairement aux couches inférieures, orientées communication, c'est-à-dire physique, liaison et réseau, Hadouk travaille en vis-à-vis. C'est-à-dire que les protocoles qui œuvrent au niveau de ces couches-là travaillent avec le prochain équipement auquel je suis connecté. Maintenant, mon voisin, mon premier voisin. D'accord? Et les couches hautes travaillent de bout en bout. Donc, la couche transport établit une connexion de bout en bout entre la machine source et la machine destinataire afin d'assurer la communication entre ces deux machines. C'est-à-dire, avant qu'il y ait d'échange de communication ou de données, il faut d'abord que la machine finale soit d'accord. Elle soit d'accord pour établir une connexion et échanger les données. Si elle n'est pas d'accord, eh bien, vous ne pouvez rien échanger. Donc, il faut que j'envoie une commande pour être connecté avec cette machine. Oui, si elle est d'accord, elle me répond avec un ACK. Ben, une fois que la connexion elle est établie, maintenant je suis d'accord, moi et elle, pour communiquer. Donc, on peut s'échanger les données de bout en bout. Sinon, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'échange de données. Donc, la connexion transport, elle permet d'établir donc une relation entre deux machines. Maintenant, pour différencier les flux, c'est-à-dire en différentes applications qui travaillent entre ces machines-là, parce que je vous ai donné un exemple la dernière fois, vous pouvez par exemple lancer plusieurs instances à Google Chrome et interroger le même serveur, c'est-à-dire sur chacune des instances à Google Chrome, vous tapez la même requête, et donc ce qui va faire en sorte que vous allez interpeller la même machine pour récupérer plusieurs flux de données. Cette machine-là, qui est le serveur, que vous interpellez pour récupérer des pages web, elle va vous créer une seule connexion transport pour toutes les instances d'application que vous avez lancées. Parce que la connexion transport, elle travaille entre deux machines. Maintenant, pour différencier les flux qui vont arriver vers moi pour les aiguiller vers telle ou telle application, il me faut un deuxième mécanisme. Ce mécanisme-là, il est assuré par la couche session qui va établir cette fois-ci ce qu'on appelle une connexion session, c'est-à-dire entre application et application. C'est-à-dire chaque instance de Google Chrome va établir une connexion session avec le serveur qui se trouve sur la machine que j'ai interpellée. Comme ça, les données, lorsqu'elles vont arriver chez moi, je pourrai les orienter vers la bonne application, la bonne sortie, pour qu'elles ne se mélangent pas. Donc, chaque session aura un numéro qui permet de la différencier des autres sessions. OK? Donc, vous, lorsque vous travaillez avec votre machine, vous pouvez naviguer, vous pouvez faire de la visioconférence, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez faire plusieurs choses. Donc, vous avez plusieurs trafics qui vous parviennent, soit d'une même machine, soit de machines différentes. Et donc, ce sont les sessions qui permettent justement de différencier tel flux d'un autre flux. OK. Alors, si donc j'interpelle une même machine avec différentes connexions, donc il est clair que je vais avoir plusieurs sessions pour une seule connexion transport. Maintenant, je peux avoir aussi plusieurs connexions transport si j'envoie plusieurs requêtes qui sont destinées à plusieurs machines. Maintenant, si je navigue et les serveurs ne sont pas au niveau de la même machine, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs serveurs qui interpellent sur Internet. Dans ce cas-là, il est clair que je vais avoir une connexion transport pour chaque serveur que je vais interpeller. Ce n'est pas la même machine. Okay, donc, une connexion transport, c'est entre deux machines, et une connexion session, c'est entre deux applications. Alors, vous pouvez avoir plusieurs applications qui sont hébergées au niveau d'une même machine. Si elles ne sont pas hébergées au niveau d'une même machine, vous aurez dans ce cas-là besoin de créer d'abord une connexion transport avant de créer la connexion session.
OK, donc on vient d'en parler. Donc, elle établit une connexion logique de bout en bout appelée session permettant d'échanger un flux de données entre deux applications distantes. Voilà la différence entre la connexion transport et la connexion session. Aussi, l'autre rôle de la couche session, c'est qu'elle va assurer le contrôle de flux et la synchronisation des flux de données. Alors, c'est quoi ça? C'est que le contrôle de flux, c'est qu'il faudrait que la vitesse avec laquelle je vais échanger les données avec la machine distante me convienne et que le serveur aussi est d'accord de m'envoyer avec telle vitesse. Parce que il se peut que le débit terrier soit moins important que celui du serveur, ou là, inversement, ou là, la charge de travail terrier à la machine, elle est importante et donc je ne peux pas traiter le flux qui me parvient. Donc, il faudrait que j'alerte le serveur pour qu'il m'envoie une quantité d'informations avec une vitesse que je pourrais traiter. Sinon, je vais être débordé, je risque de perdre un certain nombre de données. Donc, ça, c'est le rôle de la couche session de contrôler est-ce que la vitesse avec laquelle, la quantité de données que je Vous reçois pouvez dans accepter le les flux session, étudiants. oui. Vous pouvez accepter les étudiants. Écoutez, je vous ai dit la dernière fois, venez à l'heure. Anna Meshi, toutes les 5 minutes, je vais interrompre mon laïus pour laisser XY accéder au cours. Vous comprenez que c'est très dérangeant. Donc, lorsque j'ai un temps, je le fais. Mais s'il vous plaît, venez à l'heure. Vous avez fixé l'heure 11 heures, soyez ponctuel, venez à l'heure. Si toutes les 2 minutes, j'ai une demande de rejoindre le cours. On ne peut pas travailler comme ça. Alors, dorénavant, 5 minutes, c'est bon, je clôt le rideau. Mais les gens en retard, ils récupèrent le cours sur le offline ou classe. C'est pas une façon de travailler. ماشي toutes les 2 minutes عندي واحد يجي يطبطب. Voilà, là j'ai perdu le fil. Donc, je disais synchronisation des flux et contrôle de flux. Donc, le contrôle de flux, voilà. Voilà. Et c'est la dernière fois que je le fais. Hein. Alors, je disais contrôle de flux. Donc, il faudrait que la machine distante et la machine source soient d'accord pour considérer une vitesse et un débit de transmission de bout en bout qui satisfassent les deux équipements. C'est-à-dire que celui qui reçoit les données ne soit pas encombré ou la puisse traiter ce flot de données sans problème. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, la synchronisation, c'est par rapport au point de reprise. Je vous donne un exemple. Si vous faites un téléchargement de fichiers, à un certain moment, il se peut que vous ayez un problème de déconnexion, c'est-à-dire que vous perdez la connexion et vous avez besoin de reprendre le téléchargement. Dans certains cas, vous allez reprendre le téléchargement à partir du point où vous avez été déconnecté, c'est-à-dire que vous n'allez pas refaire le téléchargement de tout le fichier, mais à partir du moment où vous êtes déconnecté. Et il arrive des fois où vous refaites le téléchargement dès le début. Alors pourquoi cette différence? Tout dépend du système, le serveur à partir duquel vous avez téléchargé. C'est-à-dire, dans le premier cas, il se peut que la couche session ait inséré des repères, ce qu'on appelle des bornes de synchronisation. C'est-à-dire, dans le flux qu'elle reçoit, avec le serveur, ils vont placer des points de synchronisation. S'il y a une déconnexion, je reprends à partir du dernier point de synchronisation que j'ai marqué au niveau serveur et à mon niveau. C'est-à-dire au niveau de la couche session, tu as le serveur et au niveau de la couche session, DLE. Comme ça, avec le point, il est reconnu. Quand je reprends le téléchargement, j'ai envie de reprendre le téléchargement à partir de ce point-là qui a été enregistré dans la dernière connexion. Donc, il va reprendre à partir de ce point-là et je n'ai pas besoin de revenir à partir de zéro. Si les points Hadouma n'ont pas été sauvegardés, donc je suis obligé de reprendre à partir du début. Donc, cette tâche-là de synchronisation des flux, elle est assurée par la couche session, ce qui évite justement de
reprendre notamment les téléchargements à partir du début lorsqu'il y a une interruption dans la connexion session. Parce que les sessions ne durent pas. Hein. Quand un serveur, par exemple, il ouvre une connexion session, elle est limitée dans le temps. C'est-à-dire il lui donne peut-être quelques secondes. Si au bout avec le temps qui a été alloué, vous ne terminez pas de récupérer votre donnée, forcément, on va rompre la connexion. Pourquoi? Parce qu'il a une capacité de traitement, le serveur. Il peut, par exemple, satisfaire 100 clients. Donc, il peut ouvrir en parallèle 100 sessions. Donc, il ne peut pas maintenir la session intercom indéfiniment. Si vous n'avez pas récupéré vos données au bout de ce temps-là, il est obligé de vous préempter, c'est-à-dire de vous déconnecter pour servir d'autres clients qui sont peut-être en attente. Et c'est ce qui se passe en général dans les téléchargements. Si vous demandez à télécharger un fichier où le débit d'ILK est faible, ouais, par exemple 30 secondes pour récupérer le fichier, et ton débit ne te permet pas. Et bien, au bout de 30 secondes, il va te préempter, il va te déconnecter, même si tu n'as pas terminé le téléchargement. Et donc, il faudra que tu te reconnectes une autre fois pour essayer de terminer ton téléchargement, ou là de le refaire à partir du début s'il n'y a pas de points de synchronisation qui ont été sauvegardés. Ok, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non. Ok, on continue. Donc, il nous reste deux couches. Donc, la couche présentation qui est la couche supérieure à la couche session. Le rôle d'IALA, comme son nom l'indique, présentation, c'est qu'elle prépare la donnée pour qu'elle puisse être envoyée sur le réseau. C'est quoi préparer? Alors, le but à le modèle OSI, c'est d'interconnecter des équipements qui sont hétérogènes. Quand on dit hétérogène, c'est-à-dire que ce n'est pas le même constructeur, ce n'est pas le même système d'exploitation, ce n'est pas les mêmes peut-être environnements, etc. Donc, ça implique que la représentation du caractère peut être différente, c'est-à-dire que dans un système, je peux représenter un code ASCII, dans un autre avec un autre codage. La représentation des nombres au niveau de la CPU peut être différente. La représentation des unités logiques, c'est-à-dire le fichier, les emails, etc., peuvent être différents d'un système à l'autre. Donc, vous ne pouvez pas échanger, par exemple, un fichier entre un système d'exploitation et un autre système d'exploitation. Il faut d'abord une préparation. Cette préparation-là, elle se fait au niveau de la couche présentation. Donc, elle va traduire toutes les données à transférer dans un format qu'on appelle universel, c'est-à-dire qui est accepté par tous. C'est comme lorsque vous voulez parler à quelqu'un d'autre, un Chinois ou là. Bon, alors vous vous dites, a priori, la seule langue qu'il peut plus ou moins comprendre, c'est l'anglais. Donc, l'anglais, c'est la langue universelle. Donc, je vais lui parler en anglais. Et donc, je pourrais communiquer avec lui. Mais si je lui parlais en arabe, peut-être qu'il ne comprendrait pas. D'accord? Donc, on va utiliser un outil, un langage universel qui est accepté par tous les systèmes, quel que soit le matériel qu'ils utilisent ou le système d'exploitation qu'ils utilisent. Donc, une fois que donc, cette donnée est transférée ou transcrite dans un langage universel, elle pourra être envoyée sur le réseau. À l'arrivée, là, je traduis ce que je reçois, qui était en langue universelle, vers le langage ou là, les formats qui sont utilisés dans l'ordinateur que je vais interroger, avec lequel j'ai envie de communiquer. Donc, ça, c'est la première tâche. La deuxième tâche que je peux faire dans la couche présentation, c'est crypter les données. C'est quoi crypter les données? C'est chiffrer. Il y a les deux termes qu'on utilise, le chiffrement et le cryptage. C'est-à-dire essayer de traduire ce contenu vers un format illisible pour tout intrus dans le réseau. Maintenant, s'il y a une machine ou un équipement intrus dans le réseau qui a récupéré cette donnée-là, il ne pourra pas lire le contenu. C'est-à-dire sécuriser la donnée en modifiant ou là, en réécrivant ou là, en transcrivant le contenu dans un format illisible. Donc, c'est des techniques de cryptage qui sont utilisées à ce niveau-là. Donc, pour chiffrer le contenu, à l'arrivée, le destinataire final, il a ce qu'on appelle les clés de chiffrement, c'est-à-dire il a l'algorithme qui permet de déchiffrer ou de décrypter le contenu pour le rendre lisible. Ça, c'est une deuxième tâche qui peut se réaliser au niveau de la couche présentation. Il y a une troisième chose qui peut se réaliser ici, c'est la compression. Donc, je peux implémenter ou appliquer des techniques de compression de données
pour diminuer le volume de cette donnée-là à envoyer sur le réseau. OK. Donc, soit si vous avez une séquence de répétition, donc au lieu d'envoyer cette séquence qui se répète, vous codez le nombre de répétitions et vous envoyez l'unité de base, c'est-à-dire si vous avez un caractère A qui se répète plusieurs fois. Donc, j'envoie simplement la première lettre suivie du nombre de répétitions. Donc, ça, c'est une façon de compresser. Donc, en utilisant des algorithmes tels que ceux que vous connaissez, soit le zip, soit le RAR, etc. Donc, il y a des techniques qui sont implémentées à ce stade-là pour réduire la quantité de données à envoyer sur le réseau. Alors, ça, c'est au niveau de la couche présentation. La couche première, qui est la couche application, donc ça, c'est la 7e couche et la dernière, elle va implémenter l'interface avec laquelle l'utilisateur va interagir avec donc le réseau. C'est-à-dire que c'est l'application que je vais utiliser pour demander le service réseau. Donc, ça pourrait être Google Chrome, ça pourrait être un logiciel de chat, ça pourrait être n'importe quelle application qui a besoin d'utiliser le réseau, ou là qui va utiliser le réseau. Donc, c'est l'interface avec l'utilisateur. OK. Cette application-là, donc elle va recevoir les requêtes, elle va recevoir les données à échanger, mais aussi elle va interpeller le réseau en utilisant un protocole. Un protocole qui dépend de l'application. Un protocole forcément de bout en bout. Quand on dit un protocole de bout en bout, c'est-à-dire qu'il va assurer la communication entre la machine source et la machine destinataire. Si vous faites par exemple de la navigation web, donc le protocole que vous utilisez, c'est HTTP. D'ailleurs, vous le remarquez, quand vous tapez une URL, vous avez toujours HTTP, quelque chose ensuite suivi de l'URL. C'est-à-dire que je vais transporter les données et les requêtes au niveau de l'application en utilisant le protocole HTTP. Si je fais un téléchargement de fichiers, j'interpelle plutôt le protocole FTP. Quand on parle de protocole, c'est-à-dire c'est un ensemble de commandes, de langage spécifiques qui permettent d'organiser la communication de bout en bout entre la machine source et la machine destinataire. Donc, HTTP, il est constitué d'un ensemble de commandes, c'est-à-dire établir une connexion de bout en bout au niveau applicatif, comment encadrer les données, etc. C'est ça ce qu'on appelle un protocole. C'est une façon de communiquer avec un certain nombre de commandes prédéfinies entre deux équipements distants, parce que là, on parle de connexion de bout en bout, en tout cas de communication de bout en bout. Donc voilà, pour chaque application, j'aurai un protocole qui est dédié. Donc on parlait de HTTP pour le web, FTP pour le téléchargement, Telnet pour c'est-à-dire lorsque vous voulez administrer un équipement à distance, SMTP lorsque vous voulez envoyer un email. Voilà, chaque application a son propre protocole. Alors, on a terminé avec le modèle OSI. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que OSI n'est pas un modèle implémentable. C'est un cahier de charge. Qu'est-ce qu'on entend par cahier de charge? C'est-à-dire c'est un ensemble de règles, de directives que vous devez observer, pas à la lettre, mais au moins dans la globalité, si vous voulez implémenter une pile protocolaire. Donc, tous les modèles réels qui ont été implémentés depuis justement la création de OSI ont plus ou moins respecté justement cette charte-là ou là, ce cahier de charge. Vous prenez par exemple la pile protocolaire TCP/IP, elle respecte donc le modèle sous forme de couches. Bon, simplement dans TCP/IP, on a 4 couches au lieu d'avoir 7. C'est-à-dire qu'on a rassemblé un certain nombre de couches entre elles pour en former une, parce qu'on a trouvé qu'elles étaient identiques, donc on n'avait pas besoin de différencier les couches. Mais sinon, le principe de fonctionnement reste le même. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au matériel d'interconnexion? OK, donc je suppose que vous avez compris. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le matériel d'interconnexion? C'est tous les équipements qui sont nécessaires à l'interconnexion des réseaux. C'est-à-dire que pour relier deux machines de bout en bout,
on l'a vu à travers le modèle OSI, on a besoin d'équipements intermédiaires qui peuvent être des routeurs, des commutateurs ou là d'autres types d'équipements. Alors, ces équipements-là n'ont pas tous les mêmes fonctionnalités, c'est-à-dire on va les classer en classes. Chaque type d'équipement va réaliser une fonction en fonction, et cela dépend en fin de compte de ce que veut l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on va placer un équipement d'interconnexion selon le contexte. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin de réaliser un routage? Est-ce que j'ai besoin de réaliser simplement une interconnexion au niveau câblage? Est-ce que j'ai envie de réaliser un réseau local? Est-ce que j'ai envie de traduire toute la pile protocolaire? Dans ce cas-là, je vais utiliser une passerelle. Donc, en fonction des besoins ou des exigences dans mon réseau, donc je vais installer un équipement d'une classe prédéfinie. Donc, on va commencer par parler des équipements de bas niveau, c'est-à-dire à l'échelle basse, et toujours en faisant référence au modèle OSI qu'on a vu précédemment. Donc, la classe qui a des équipements donc la plus basse, c'est ce qu'on appelle les répéteurs. Alors, pourquoi on les appelle les répéteurs? Parce qu'ils répètent. Ils répètent quoi? Ils répètent le signal. C'est-à-dire que c'est des équipements qui vont agir au niveau de la couche physique. Maintenant, si j'essaie de voir quelle procédure je vais implémenter dans ces équipements-là, je vais voir simplement que c'est la couche physique qui est implémentée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la couche liaison, ils n'ont pas les couches hautes. Donc, on a vu, quand on a explicité la couche physique, on a la couche physique, c'est une procédure matérielle qui est implémentée au niveau de la carte réseau et elle ne sert que traduire une séquence binaire sous forme d'un signal. Donc, elle envoie le signal sur le support. Donc, les équipements on va appeler répéteurs, le rôle des langues, c'est kiff-kiff, c'est-à-dire elles reçoivent un signal en entrée, elles le traduisent éventuellement en sortie en gardant le même codage ou là en changeant de codage. Donc le répéteur, concrètement, c'est quoi? Ça peut être un adaptateur, c'est-à-dire un transceiver, c'est-à-dire j'ai un câble, un segment de câble qui ne me suffit pas pour atteindre une machine distante, j'ai besoin de le prolonger. Donc, je ne peux pas le prolonger directement. Je ne peux pas coller les câbles à quai. Il me faut un petit boîtier qu'on appelle un adaptateur. Je vous ai montré la dernière fois la photo d'un adaptateur qui permet de rallonger, par exemple, un câble avec un autre câble. Okay. Il permet d'un coup de réamplifier le signal. Parce que aussi, les câbles n'ont pas une longueur indéfinie. Ils ont une longueur qui est normalisée, qui est standardisée. C'est-à-dire que chaque câble doit être prolongé au bout d'une certaine distance avec réamplification du signal. Parce que le signal, lorsque vous l'envoyez sur un câble, il va se propager et en se propageant, il va perdre de son énergie. C'est-à-dire au bout, par exemple, de 50 mètres, vous allez presque plus avoir de signal. Donc, il faudra mettre un équipement intermédiaire qui peut être un répéteur, c'est un amplificateur, qui va réamplifier le signal pour qu'il puisse atteindre la destination finale. Donc, en fonction des câbles, c'est-à-dire les câbles n'ont pas tous la même distance de ramplification. Donc, c'est ce qu'on appelle l'affaiblissement du signal. Donc, chaque câble a son propre caractéristique. Donc, il faut placer un répéteur pour qu'il répète le signal et qu'il amplifie. Donc, ça, c'est une... Oui, une question. S'il n'y a pas de questions, s'il vous plaît, fermez les micros pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Il peut aussi interfacer deux types de supports complètement différents. Internet, sur le premier segment, je peux utiliser par exemple du câble coaxial ou comme le câble de votre télévision, ou là, le câble en paire torsadée comme celui de votre téléphone, avec, sur le deuxième segment, un autre type de câble, par exemple la fibre optique. Là, ce sont des types de signaux différents. Là, c'est un signal électrique, là, c'est un signal optique, lumineux. Je ne peux pas, comme ça, recoller les deux câbles, ça ne sert à rien. Donc, il me faut un traducteur, c'est-à-dire un traducteur qui récupère les signaux électriques, et qui les traduit en signaux lumineux, et inversement. Donc, c'est le rôle d'un répéteur. Donc, quelle que soit la tâche du répéteur, le répéteur, il va toujours agir au niveau signal, c'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité de faire l'identification des machines ou faire
faire, par exemple, la détection des erreurs qui dévolue à la couche liaison. Rappelez-vous, la couche liaison, c'est l'identification avec les adresses physiques, aussi détection des erreurs. Non, Hadi ne peut pas le faire. Le rôle Tao, c'est simplement récupérer un signal, le traduire soit sous le même codage ou là sous un autre codage. C'est ce qu'on va appeler le répéteur. Donc, tous les équipements physiques qui vont avoir simplement tous les équipements physiques qui vont intervenir au niveau signal, on va les appeler répéteurs. Voilà quelques exemples illustrés. Donc là, vous avez un répéteur de pertorsadé, c'est-à-dire que là, vous avez le premier segment, il va être branché ici, et l'autre segment, il va être branché de l'autre côté. OK. Donc là, ça me permet de prolonger un câble en pertorsadé téléphonique avec un autre câble. Dans le cas où, par exemple, le câble ne me permet pas d'atteindre la longueur du câble ne permet pas d'atteindre la machine finale ou l'équipement final, hein, pas forcément la machine. Là, vous avez le même type de répéteur, simplement Hada, il est destiné pour la fibre optique. Les connecteurs ne sont pas les mêmes. OK. Donc là aussi, j'ai un segment de fibre optique qui est raccordé ici, l'autre segment, il est raccordé à l'arrière. Là, vous avez, là, on a vu, par exemple, pour les deux premiers, c'est le même type de câble. On a pertorsadé ou on a fibre optique. Là, c'est deux câbles qui sont différents. C'est-à-dire là, il permet de passer d'un type de câble vers un autre câble. Je raccorde la pertorsadé. Vous voyez, le connecteur, il ressemble à celui-là. Ohnaya, c'est de la fibre optique. Donc, je traduis ici le signal optique en signal électrique adapté au câble en pertorsadé. D'accord? Là, c'est un répéteur Wi-Fi, c'est-à-dire que je reçois un câble normal, ça pourrait être la fibre optique, ça pourrait être la pertorsadé, et je prolonge le réseau terrible par un Wi-Fi. C'est le cas de votre modem ADSL. Donc, votre modem ADSL, il reçoit à travers le câble téléphonique des signaux qui sont encodés et vous envoie le signal sous forme de signaux radio. Donc là, c'est les antennes qui permettent de propager les signaux radio à partir des signaux électriques qui sont parvenus à travers un câble. Donc là aussi, il joue le rôle aussi d'un répéteur Wi-Fi, cette fois-ci. OK, entre signaux radio et signaux électriques. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? D'accord, je suppose que vous avez compris, tout est clair. Maintenant, à un niveau supérieur, c'est-à-dire si j'ai besoin de plus de fonctionnalités que l'interfaçage ou le réencodage qui est assuré par les répéteurs. Je vais utiliser ce qu'on appelle un bridge, ou là, en français, on appelle ça un pan. Donc, le pan, il va faire intervenir les deux premières couches dans le modèle OSI, c'est-à-dire la couche physique et la couche liaison. Donc, c'est-à-dire c'est toutes les fonctionnalités qu'on avait vues dans les deux couches qui peuvent être exploitées. Donc, en plus d'être un répéteur, il fait aussi ce que fait la couche liaison, c'est-à-dire l'identification des machines en utilisant les adresses physiques, rappelez-vous, c'est-à-dire les adresses MAC dans un moment. Donc, il est capable d'identifier les machines grâce à ces adresses et il fait aussi la vérification des erreurs qui peuvent se produire sur le réseau. C'est-à-dire que si et là aussi, par contre, il identifie ou il interprète le contenu. C'est-à-dire qu'il n'agit pas au niveau signal, mais au niveau bit. C'est-à-dire qu'il manipule des structures de données qu'on appelle les trames. Donc lui, il échange les trames et il vérifie est-ce que ces trames qui ont été échangées contiennent des erreurs ou non. Donc ça, c'est le rôle d'un pan. Alors, je peux avoir ici des trames différentes, c'est-à-dire le rôle qu'a le pan, c'est aussi de traduire des trames. C'est-à-dire si j'ai une trame qui a été élaborée dans un réseau spécifique ici, elle peut être traduite
vers une trame différente qui appartient à un deuxième réseau. C'est pour ça qu'on parle de protocole de liaison différent. Si le protocole de liaison est différent, si la carte réseau qui est utilisée dans le premier segment, elle est complètement différente de la deuxième, donc il faut traduire la trame. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, on a parlé de répéteur pour Wi-Fi. Si vous devez faire passer par exemple des trames sur le Wi-Fi, la trame TAO qui circule, elle est différente de la trame qui circule éventuellement dans un réseau câblé. Elle est différente dans le sens où déjà, on rajoute de la redondance. Si vous vous rappelez la dernière fois, pour la vérification des erreurs, la redondance qui est calculée dans le Wi-Fi n'est pas la même que celle que j'utilise dans les réseaux câblés. Pourquoi? Parce que l'incidence de l'erreur n'est pas la même. La probabilité d'erreur sur un réseau Wi-Fi, elle est très importante. Donc, il faut protéger avec des méthodes différentes. Donc, la méthode qui est implémentée dans le Wi-Fi pour calculer la redondance et construire la trame, elle est complètement différente de la méthode que je vais implémenter dans le câble. Donc, la structure de la trame, elle est différente. Donc, il faut traduire la trame qui a été reçue ici. Par exemple, là, on va supposer que ça, c'est un support câblé. Ouais, c'est un support non câblé. Donc, si vous voulez atteindre le récepteur B à travers un réseau Wi-Fi, il faudra, à un certain moment, traduire la trame, non pas le signal, pas forcément le signal, mais le contenu, le traduire dans une structure différente pour qu'elle puisse circuler sur le réseau Wi-Fi. Donc, ça implique de récupérer le paquet, de l'envelopper quasiment dans une nouvelle trame et de changer quelque chose, c'est les adresses physiques. Parce que quand vous manipulez les adresses physiques qui circulaient sur la trame sur le premier segment ne sont pas les mêmes. Parce que qu'est-ce que je vais trouver comme adresse physique? Je vais retrouver l'adresse de A et l'adresse du pan. Parce que le pan, il a aussi son adresse physique. Donc, vous devez changer les adresses. Maintenant, les adresses de la trame qui va aller du pan vers le récepteur B, ça va être l'adresse du pan lui-même comme source et l'adresse du récepteur B comme destinataire de cette liaison. OK? Monsieur, donc l'adresse physique هتبدل deux fois في le pont وفي le récepteur B. Parce que les adresses physiques, elles interviennent au niveau d'une liaison. Au niveau d'une connexion de bout en bout, au niveau d'une connexion de bout en bout, on utilise les adresses logiques et pas les adresses IP. Par contre, au niveau d'une liaison, on utilise les adresses physiques. Donc, à chaque fois que vous parcourez un segment, il faut changer. Donc, si vous passez par un pan, il faut changer d'adresse physique. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir la trame. Il la récupère sous forme d'un signal. La liaison. Pourquoi pour vérifier est-ce qu'elle ne contient pas d'erreur. Si elle ne contient pas d'erreur, dans ce cas-là, il peut la basculer sur le deuxième segment. Alors, pour la basculer dans le deuxième segment, il peut traduire complètement la trame, recalculer la redondance, etc., et pour qu'elle puisse être adaptée sur le réseau suivant, et changer aussi les adresses, parce que il devient la source, et la destinataire, il devient l'équipement suivant. Donc, il y en a dans notre cas le récepteur B. D'accord? Ça, c'est au niveau d'une trame. Si, par exemple, la trame a été mal reçue parce qu'elle contient des erreurs, il ne peut pas la basculer. Il faut qu'il demande d'abord qu'est-ce qu'elle soit retransmise. Donc, il va envoyer un ACK négatif pour demander à l'émetteur A de retransmettre à nouveau la trame et en espérant que la prochaine fois, elle ne contiendra pas d'erreur. Alors, aussi, donc, le pan peut filtrer les données. C'est-à-dire filtrer des données. Alors, je ne sais pas si on peut... Oui, grâce au... Je ne sais pas si on a des... Voilà, j'ai un exemple ici. Comment filtrer les données? Alors, là, vous voyez un des deux machines CD, la AB, un des ce qu'on appelle des hubs. Là, le pan peut s'apparenter à un switch. Donc, quand j'avais parlé des concentrateurs, comme les concentrateurs, c'est deux types C'est-à-dire, on peut avoir un concentrateur de bas niveau physique, c'est le hub, et le concentrateur des deux niveaux, c'est-à-dire physique et liaison, c'est le switch. Donc, le switch peut s'apparenter à un pan. Le hub peut s'apparenter à un répéteur. Donc, le hub, il va travailler simplement au niveau signal.
le pan, le switch, il va travailler au niveau liaison. Donc, c'est un pan. Switch, c'est un commutateur. Hein, donc, hein, si vous traduisez, c'est commutateur. Donc, mais je vais classer dans les pans. Donc, si je regarde un réseau, chaque réseau de manière déconnectée, le hub, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme le rôle d'un répéteur. C'est-à-dire, il reçoit le signal, il le répète sur tous les ports parce qu'il n'a pas les moyens d'identifier les machines auxquelles ils sont connectés. Maintenant, même si vous avez plusieurs machines, je suis incapable de dire identifier c'est la machine A, la machine B. Pour moi, c'est simplement des signaux qui parviennent à travers différents ports. Parce que je n'ai pas la couche 2, c'est simplement la couche 1. Donc, dès qu'un signal entre sur un port, le hub, comme il n'a pas la possibilité d'identifier les machines, il va répéter sur tous les autres ports. En bref, c'est des machines destinataires qui vont faire le tri. Maintenant, la machine, lorsqu'elle reçoit, toutes les machines vont recevoir le même signal, elles vont le remonter à leur niveau. Donc, au niveau de la couche 2, c'est-à-dire la couche liaison, pour pouvoir savoir est-ce qu'ils sont destinataires de la trame, est-ce qu'ils sont réellement le destinataire de la trame ou non. C'est-à-dire en confrontant leur adresse physique et l'adresse qui est mentionnée dans la trame. Donc, si je vois dans la trame l'adresse physique qui est mentionnée, c'est la mienne, dans ce cas-là, je peux traiter la trame. Sinon, si je ne suis pas concerné, je devrais ignorer la trame. Maintenant, je ne devrais pas la remonter, je devrais la supprimer et l'ignorer. Si je fais bien mon travail. Maintenant, si je suis un pirate ou là, je suis un hacker, il est clair que je peux remonter la trame et la sniffer, c'est-à-dire la récupérer pour éventuellement voir ce qu'elle contient. Les réseaux correctement implémentés ne devraient pas lire justement les contenus qui ne les concernent pas. Donc ça, c'est un réseau dans le cas où j'utilise un hub. Donc le hub ne garantit pas de la sécurité. Quand il fait de la diffusion, c'est le terme qu'on utilise, la diffusion, donc tout le monde reçoit les données. C'est comme si vous étiez dans un Wi-Fi aussi. Donc le Wi-Fi, c'est de la diffusion, c'est-à-dire toutes les machines raccordées à travers le Wi-Fi vont récupérer aussi la trame. Et c'est seulement celle qui va s'identifier à travers l'adresse MAC qui va pouvoir traiter. Le hub ne peut pas faire le tri à l'avance, c'est-à-dire comme lui, il ne manipule pas les adresses physiques, donc il ne peut pas bloquer les destinataires. Non. Donc si j'ai envie d'avoir plus de sécurité, il faudra utiliser un pont. Donc le pont NAND, j'ai choisi de le mettre entre les deux réseaux. Pourquoi? C'est pour filtrer la communication entre les deux sous-réseaux. C'est-à-dire, quand j'envoie une trame dans le réseau 1, donc elle va rester dans le réseau 1. C'est-à-dire, le pont NAND, lorsqu'il reçoit une trame, il a ce qu'on appelle une table des adresses. Donc vous voyez, Ando A, B, C, D. Donc toutes les machines du réseau sont répertoriées dans une table dans les adresses sur deux colonnes. Un D, le numéro de port ici, auquel j'accède à cette machine, et l'adresse MAC de cette machine. Donc là, j'ai adresse dans le hôte A. Pour aller vers la machine A, il faut que je passe par le port 1. Pour aller vers B, il faut que je passe vers le port 1. Pour aller vers C, il faut que je passe par le port 2. OK? Donc, il sait sur quel port vont, en tout cas, sont localisées les machines portant à des adresses. Donc, si je reçois une trame de D, supposons que D envoie une trame vers C. Cette trame-là va être diffusée par le hub, c'est-à-dire qu'elle va être diffusée sur tous les ports. Entre autres, elle va arriver au pont. Le pont va recevoir cette trame-là. Donc, pour que le pont ne diffuse pas sur le deuxième réseau, il va encombrer le réseau. Donc, il va voir sa table. Elle va aller vers C. C, il se trouve dans le même segment que D. Ils se trouvent tous les deux dans le segment 2, sur la sortie 2. Donc, je n'ai pas besoin de répercuter la trame sur l'autre segment, puisque la machine destinataire ne se trouve pas sur le deuxième segment, elle se trouve sur le même segment que l'émetteur. Donc là, il va bloquer la trame. D'accord? Donc, il va filtrer. Parce que ça ne sert à rien de envoyer la trame ici. Il ne fera qu'encombrer
les autres communications pour rien, puisque le destinataire ne se trouve pas ici, il se trouve là. Maintenant, si C devait envoyer vers B, par exemple, donc là, le pont, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier. La source se trouve au niveau du port 2 et la destination se trouve au niveau du port 1. Donc là il faut qu'il fasse de la commutation. Il faut qu'il fasse un switch. C'est-à-dire qu'il va raccorder le port d'entrée avec le port de sortie. Et donc, il va balancer la trame sur le deuxième segment pour qu'elle puisse arriver vers B. Alors là, le hub, là aussi, le hub, il va diffuser. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui va recevoir la trame, aussi bien A que B. Mais normalement, A devrait ignorer la trame parce qu'il n'est pas le destinataire final. Que l'adresse qui est mentionnée dans la trame ne le concerne pas. Elle concerne la machine B. Donc, le switch, il permet de sécuriser plus les communications. Comme il intervient au niveau 2, il n'envoie la trame normalement que vers le port destinataire. Par contre, le hub, lui, il fait de la diffusion, c'est-à-dire qu'il intervient au niveau physique et il diffuse à tout le monde. Donc, c'est tout le monde qui va recevoir la donnée. Bon, ça c'est un cas. Un deuxième cas, c'est que le pont, j'avais dit tout à l'heure, il permettait de raccorder deux réseaux complètement différents. Tout à l'heure, je parlais de Wi-Fi avec un réseau câblé, mais on peut considérer par exemple un réseau en bus avec un réseau en nano. Donc le réseau en nano et le réseau en bus n'utilisent pas la même trame. La trame qui circule ici, la trame qui circule là, est totalement différente. Donc vous ne pouvez pas les raccorder avec un hub. Parce que si vous raccordez avec un hub, maintenant vous allez balancer la trame dans l'anneau sur le réseau en bus et les machines ici qui sont sur le bus ne peuvent pas lire la trame, ne peuvent pas l'interpréter. Parce que la carte réseau Tahoe, elle n'a pas été implémentée pour interpréter ce type de trame. Donc, il faut un traducteur du niveau 2, c'est-à-dire il reçoit la trame qui circule dans l'anneau, il la traduit sous une trame qui puisse circuler sur le bus et inversement. Maintenant, si une machine ici veut communiquer avec l'anneau, il faudrait que la trame subisse à un certain moment, en tout cas le contenu de la trame, soit retranscrit dans un format qui puisse être compris par l'anneau. Et inversement, donc si une machine à l'anneau veut envoyer vers le bus, il faudrait que le pont fasse la traduction inverse. Donc ça, c'est aussi le rôle du pont. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez compris, s'il vous plaît. Quand on fait le CP, vous allez dire qu'on n'a rien compris. Moi, je vous relance chaque fois. Donc, je vous dis, s'il y a des questions ou là, vous ne comprenez pas certaines choses, posez votre question, même dans le chat. Je pense que les délégués vont m'interpeller s'il y a des questions. Ok, j'avance. Donc, à un niveau encore supérieur par rapport à ce que peut faire le pont, c'est le routeur. Donc, le routeur, il fait tout ce que fait le pont, plus autre chose. Cette autre chose, c'est quoi? C'est le routage. Alors, quand est-ce que je vais faire appel au routage? C'est lorsque la machine que j'ai envie d'atteindre ne m'est pas directement connectée. Elle n'est pas voisine, ou elle ne se trouve pas dans le même réseau que moi. Donc, si la machine ne se trouve pas dans le même réseau que moi, et elle se trouve à un réseau qui se trouve à plusieurs sauts, même pas à un saut. Il faut que je parcours, quand on dit saut, il faut passer par un équipement intermédiaire. Quand on dit à plusieurs sauts, c'est plusieurs équipements intermédiaires qu'il faut traverser pour atteindre la machine destinataire. Dans ce cas-là, le pont ne suffit pas, parce que le pont a une visibilité entre deux réseaux auxquels ils sont directement accordés. Si le réseau HADEC il se trouve à plusieurs sauts du pont, le pont ne peut pas le voir, ne peut pas le localiser. En tout cas, les adresses physiques ne permettent pas de localiser. Donc, il faudra utiliser un autre niveau d'adresse pour que justement ces réseaux-là, qui sont à plusieurs sauts, puissent être identifiés par l'équipement. Et dans ce cas-là, il faut changer d'équipement. Il faut avoir ce qu'on appelle un routeur. Donc, un routeur pour qu'il établisse une route qui va du routeur lui-même vers la destination. Parce qu'il peut y avoir plusieurs chemins, ou là, il peut ne pas y avoir de chemin. Mais en tout cas, il devrait essayer de trouver une solution, un chemin. Il faudra qu'il cherche le chemin qui mène vers la destination.
Donc, le routeur, il va permettre donc l'interconnexion de plusieurs réseaux locaux distants. Construire des tables de routage, parce que pour réaliser le routage, il faut avoir des tables de routage. Comme tout à l'heure, on avait vu les tables de commutation avec les adresses physiques. Là, on aura besoin de tables de routage, mais cette fois-ci, non pas avec les adresses physiques, mais avec des adresses logiques, les adresses IP. Alors, pourquoi les adresses logiques? Parce que c'est les adresses logiques qui permettent de localiser les machines. Ce que je ne peux pas faire avec les adresses physiques. Les adresses physiques, la dernière fois, j'avais donné un exemple, comme si c'était votre nom et prénom. Donc, ils ne vous permettent pas de vous localiser à un instant T pour que la trame ou le paquet puisse vous parvenir. Donc, il faut une autre information, c'est-à-dire éventuellement votre téléphone ou votre adresse postale ou votre email, en tout cas, quelque chose qui permet de vous faire parvenir une information en vous localisant dans le réseau. Donc, c'est le rôle. Oui. Monsieur, كي تكون عندي connexion par exemple Wi-Fi Oui. وندير une connexion Ethernet ما نديرهاش sans fil. اسكو هنا نبقى نخدم بلي زادريس لوجيك ولا نخدم بلي زادريس جوست فيزيك؟ Alors, ça dépend de l'équipement. C'est-à-dire, si l'équipement qui passe du Wi-Fi vers le câble, si c'est un routeur, donc il peut travailler aussi bien au niveau avec des adresses IP qu'avec des adresses logiques ou l'adresse physique. Maintenant, si c'est simplement un modem ADSL, il ne travaille qu'avec des adresses physiques. Donc, tout dépend de l'équipement interact. Parce que tu peux avoir ce qu'on appelle une borne d'accès. Une borne d'accès entre Wi-Fi et câble. Alors, la borne d'accès, en général, c'est soit un répéteur, soit c'est un pan, c'est tout. Mais, par exemple, le modem ADSL, en général, c'est un routeur. Pourquoi? Parce que lui-même, il a ça dans son adresse IP. Donc, du moment que tu as une adresse IP au niveau de l'équipement dialecte, c'est-à-dire si l'équipement direct lui-même a sa propre adresse IP, donc c'est un routeur. Parce que je ne peux pas attribuer une adresse IP à, par exemple, un switch ou là à hub, parce qu'ils n'ont pas la couche 3. C'est la couche 3 qui permet de manipuler les adresses IP. Donc, tout dépend ce que c'est avec l'équipement direct. Si c'est un routeur ou là, si c'est un modem ou là, si c'est un répéteur. Si c'est un routeur, automatiquement, il manipule les adresses IP. On le voit déjà à l'adresse IP TAO, donc je ne sais pas si Monsieur, je réponds à ta question ou là. oui, c'est bon. Donc les Wi-Fi TONS, la plupart c'est des routeurs. Ça dépend. En général, actuellement, mais c'est des modems. Mais tu peux le configurer toi-même. C'est-à-dire, même tu par exemple, routeur, qui trouve la Juste configurer. configuration, tu peux تنحي la couche 3, ترجعوا bridge, ترجعوا pan. عندك la configuration, pour que tu enlèves complètement la couche 3 pour qu'il travaille simplement en mode pan. Mais matériellement, effectivement, donc tous les routeurs, ce qu'on appelle les équipements en ADSL sont des routeurs parce qu'ils ont déjà l'adresse IP. On peut leur ajouter leur adresse IP. Donc, s'ils ont leur propre adresse IP, forcément, donc ils ont les 3 couches. Donc, ils font aussi le routage. Alors, donc, oui, je réponds à ta question, c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon, merci. OK. Donc, si j'ai l'équipement d'interconnexion, j'ai les 3 couches physique, liaison, réseau. Ça implique que l'équipement lui-même a sa propre adresse IP. Il a 2 adresses IP. Il a une adresse IP par rapport à ce segment-là et il a une adresse IP sur le deuxième segment parce qu'il a 2 adresses. Une adresse IP, elle n'est pas attribuée par machine. Elle est attribuée par carte réseau. Donc, vous avez autant d'adresses IP que vous avez de cartes réseau qui vous permettent de connecter avec l'extérieur. Maintenant, si vous avez, je ne sais pas, vous avez Wi-Fi avec le câble, donc vous pouvez avoir une adresse IP pour le câble et vous pouvez avoir une adresse IP pour le Wi-Fi. Parce que vous avez 2 cartes réseau différentes. Donc là, le routeur, il a forcément plusieurs interfaces. Il n'y a pas forcément 2. Là, je représente 2. Mais normalement, le routeur, il a plusieurs possibilités, plusieurs chemins possibles, plusieurs sorties. Donc, pour chaque sortie, il a une adresse IP. OK. Donc, quand j'envoie un paquet qui est encapsulé dans une trame, donc la liaison, la couche liaison, elle va s'assurer, le rôle c'est
d'assurer que la trame va arriver vers le routeur sans erreur. C'est-à-dire elle va arriver ici au niveau physique, signal, donc je traduis sous forme de trame. La trame elle est remontée au niveau liaison. Donc liaison, je vérifie est-ce qu'il y a des erreurs. Non, il n'y a pas d'erreur. Donc je n'ai pas besoin de la retransmettre. S'il n'y a pas d'erreur, et forcément ce n'est pas le routeur qui est le destinataire, donc il faut trouver vers quelle sortie balancer le paquet pour qu'il arrive vers le destinataire. Donc je dois faire appel à la couche réseau. Donc nous avons le paquet qui est encapsulé dans la trame. Donc on peut le paquet vers la couche réseau. Et là, je vais voir dans l'étape de routage. Donc dans l'étape de routage, bon, ce n'est pas la peine de détailler ici, mais sachez qu'on a deux colonnes. On a le réseau que j'ai envie d'atteindre. Donc à partir de l'adresse logique qui va mentionner le réseau final. Donc je vais récupérer cette info et regarder dans ma table. Vers quel réseau va aller ce paquet-là? En fonction de cette adresse-là, on va me préciser quelle est la sortie vers laquelle je dois basculer le paquet. Donc là, on dit que j'ai résolu le routage. Donc je sais vers quelle sortie, pas la sortie 1, la sortie 2, la sortie 3, etc. Donc je vais maintenant demander à la couche liaison d'encapsuler le paquet que j'ai traité dans une trame qui peut circuler sur la sortie qui a été mentionnée par le routage. Donc, si la sortie 2, par exemple, qui a été résolue par le routage, elle utilise une trame différente. Donc, il faudrait que la couche liaison adapte la trame par rapport au réseau de sortie. Donc, elle va prendre le paquet, lui créer une trame, rajouter les adresses physiques, rajouter la redondance, c'est-à-dire pour protéger le paquet. Une fois que la trame a été créée, je l'envoie vers la couche physique pour qu'elle transforme cette séquence binaire sous forme d'un signal adapté là aussi au support qui est utilisé. C'est peut-être que le support il est complètement différent. Donc, il faut réencoder vers un code, en tout cas vers un signal adapté à ce support-là. Lorsque j'arrive ici, bon, ça c'est la destination finale. Donc je récupère le signal, je vérifie s'il n'y a pas d'erreur, je remonte vers la couche réseau. La couche réseau, là, elle va vérifier est-ce que les l'adresse IP qui est mentionnée dans le paquet est la même que celle de ma machine. Donc, si c'est la même que celle de ma machine, je suis le destinataire final. Et dans ce cas-là, je peux remonter le paquet vers les couches supérieures pour pouvoir traiter la donnée. Si je ne suis pas le destinataire final, donc forcément l'adresse IP qui est mentionnée dans le paquet n'est pas la même que celle qui a été mentionnée plutôt que celle de la machine. Donc là, je dois appliquer la procédure de routage pour trouver quel est l'équipement suivant, ou quel est le routeur, ou l'équipement vers lequel je dois transférer le paquet pour éventuellement l'acheminer vers le destinataire final. Donc, la donnée, on manipule toujours une adresse IP, une adresse MAC. Donc, l'adresse MAC, elle est au niveau liaison physique, et l'adresse IP, elle est au niveau réseau. Okay. Les adresses logiques ne changent jamais. C'est-à-dire, lorsque vous envoyez un paquet sur le réseau, les adresses IP source et destinataire ne vont jamais changer. Elles sont toujours traitées au niveau réseau, mais ne sont jamais modifiées. Par contre, les adresses MAC changent en fonction du segment que vous parcourez. Maintenant, les adresses MAC que je vais trouver ici sur le segment Havaya ne sont pas les mêmes que sur le deuxième segment, parce que les adresses MAC permettent d'identifier les équipements qui relient une liaison, un équipement avec un équipement voisin. Par contre, les adresses MAC, elles permettent d'identifier les machines de bout en bout, c'est-à-dire la source et la destination finale. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, Oui. la durée de la séance, c'est une heure heure, ou c'est une une heure heure. temps? Je termine. Parce que la vie, c'est la D'accord, séance qu'on avait récupérée le dimanche. Donc, je vous relâche d'accord, tout de merci, suite. monsieur. Voilà, donc simplement un exemple. Hada, c'est un exemple d'un routeur. Donc, c'est comme ça que se présente un routeur. Là, vous voyez, c'est plusieurs interfaces. Donc, je peux avoir plusieurs sorties, plusieurs entrées. Et donc, le rôle d'un routeur, c'est de déterminer les chemins entre plusieurs chemins. Par exemple, pour relier la machine 1 à la machine 6, je vois qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Je peux prendre celui-là, je peux prendre celui-là, et ainsi de suite. OK. Donc, c'est à lui de me trouver le meilleur chemin
par rapport à ce qui a été exigé par la couche transport. C'est-à-dire la couche transport, en fonction de l'application, va me demander peut-être un chemin qui maximise le débit ou là qui est sécurisé ou là, ou là, ou là. Donc c'est à moi de trouver quel est le chemin qui répond au mieux à ces exigences. Donc grâce à mes tables de routage, parce que je peux avoir dans les tables de routage plusieurs chemins qui sont mentionnés, et chaque chemin, il est évalué par ce qu'on appelle des métriques, c'est-à-dire le débit, etc. وانا نشوف من بعد قالوا لي هذا le chemin il est meilleur que celui-là et apparemment l'utilisateur c'est ce qu'il a demandé. Donc je vais dire voilà, là où est le chemin qui va convenir à l'utilisateur et je vais lui donner la sortie. Maintenant quand je suis ici au niveau de ce routeur, je vais par rapport à ce que tu as demandé, je vais t'offrir ce chemin-là parce que c'est celui qui répond à ce que tu as demandé comme exigence. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui fixe dans le temps parce que je reviendrai peut-être dans une heure avec le même type de paquet qui va rentrer, peut-être que je vais lui donner un autre chemin parce que les performances du réseau changent. Hein, le débit qui était offert sur ce chemin-là, peut-être ne sera plus offert dans quelques temps parce qu'il y aura d'autres utilisateurs qui vont exploiter ce chemin-là et donc on va essayer de me trouver un autre chemin qui réponde à mes besoins. Voilà, donc je termine sur ce. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, donc au délégué ou la déléguée, donc il faudra fixer donc des séances pour les prochains jours, pas demain, parce que demain c'est férié, mais à partir de mardi, Inch'Allah. Quelle Donc, séance, monsieur? et des séances de cours, parce que là on a récupéré la séance de dimanche. Et la séance d'aujourd'hui, celle qui est prévue Vous voulez la aujourd'hui. faire? Vous voulez Est-ce la qu'on faire va la faire aujourd'hui? La aujourd'hui ou dernière fois, un vous ne autre m'avez pas jour? dit. Vous m'avez dit on va se concerter. Non, on se concertait sur la séance de récupération, mais je pensais que la séance d'aujourd'hui se fera aujourd'hui. À quelle heure? Ah, ça, c'est ça le problème, en fait. On ne sait pas, parce que Ok. l'emploi du temps, il est divisé en deux sous-sections et on ne sait pas quelle Non, sous-section non, sont. non, Hadik, oubliez, parce que ça, c'est pas pratique. Je ne vois pas pourquoi on va diviser en deux groupes. Non, non, monsieur, c'est pas ce que je voulais dire. L'emploi du temps, il est divisé en deux sous-sections pour le même jour. Donc, pendant les cours en ligne, lorsqu'on a cours toute la section, on ne sait pas quelle sous-section suivre. Donc, est-ce que le cours aura lieu à 13h ou à 14h10? Oui, mais c'est impossible de. On est d'accord qu'on ne peut pas diviser en ligne et les en groupe. C'est clair. Non, je ne vous demande pas de diviser, monsieur. On aura cours toute la section. Mais le problème, est-ce qu'on aura réseau à 13h ou à 14h10? Mais de toute façon, je prends 1 heure et demie. Je vous ai dit, sinon on n'avancera pas. Donc, trouvez-moi un créneau, 1 heure et demie, là où vous voulez. Moi, je suis libre à 5 heures, à 17 heures, comme vous voulez. Et faites à 1 heure ce que vous voulez. Si vous fixez des horaires fixes qui ne changent pas, on va dire chaque dimanche, le cours d'un réseau, ça va être à 8 heures, ça va être à 17 heures, et on le garde tout au long du semestre. Maintenant, les deux cours donc, en ligne d'un réseau, fixez-moi des horaires fixes. D'accord. Sauf s'il y a un cours Madame Narjou, là, on pourra le récupérer comme celui de dimanche. Mais les cours d'un réseau, j'ai envie d'avoir des horaires fixes, comme on l'avait fait, je crois que la semaine d'avant. Donc, fixons un horaire le jeudi qui arrange tout le monde. D'accord. Ok, donc aujourd'hui, moi je suis à la rigueur, je ne sais pas. Donc, si vous me dites à 14 heures, je peux faire à 14 heures. Mais si vous n'êtes pas sûr déjà vous-même, quelle heure on pourra faire le coup? Je pourrais vous envoyer un mail dans quelques minutes. Parce que là, si vous ne me dites pas rapidement, parce que sinon je sors. Hein. Si vous me dites qu'il n'y a rien, j'ai d'autres choses à faire. Donc vraiment, donc, il faudra me Et préciser. monsieur, Sinon, à 14h, vous pouvez. mais je prendrai 1 heure et demie. Je ne peux pas prendre 1 heure, c'est ça. Parce qu'on est en retard. Mais parce qu'on a cours à système aussi, monsieur. Donc, Alors, prenons un autre créneau. Si vous voulez, on le fait mardi, on le fait jeudi. jeudi, on a cours à l'université et mardi est déjà chargé, D'accord. monsieur. Euh, alors, on va dire à 17 heures. Non, 17 heures, j'ai autre chose. Écoutez, je vous laisse 10 minutes, vous mettez d'accord et D'accord. vous me donnez votre réponse. D'accord? D'accord, monsieur. Ok. Allez, à tout à l'heure.
خرج البروف. وي اسمعوا الخاوية نتفاهموا جوغ فيت فيت. اسمعوا حيشدنا ساعة ونص